parlons-en avec Nicolas Vidal qui est à Paris. On va prendre une couleur un peu française, européenne, mais de toute façon, les sujets se recoupent sans doute. Nicolas Vidal, d'abord, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Nick Payne. Il y a beaucoup d'actions chez vous. Très bien, merci. Vous aussi, je le sais parce que vous me l'avez dit sur Facebook tout à l'heure. Donc, voilà. Vous avez, alors, cette réforme des retraites qui n'aboutit pas. Beaucoup d'actions ces jours-ci, plus près de vous, notamment cette évasion rocambolesque d'ancien dirigeant de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui fuit le Japon comme ça dans un grand citoyen libanais. Dans une boîte, on ne sait trop, qui passe par Istanbul pour se retrouver au Liban. On en parlera sans doute. Mais commençons par ce retour, cette prise de perspective sur les années 2010 à 2019. Vous nous avez peut-être entendu, nous parlons ici évidemment de la montée des populismes et de l'effet, ou non peut-être, du phénomène des réseaux sociaux sur le débat public. Vous, vu de Paris, de quoi ça a l'air tout ça? Alors, moi, c'est très intéressant et je vous ai écouté avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous avez parlé, Nick, de la réforme des retraites. Je crois que c'est le point d'orgue de ce qui se passe en France et de ce qui se passe en Europe. Parce que en France, ici, on n'arrête plus la contestation sociale. Hein. On a une chance incroyable parce que nous sommes presque tous devenus ici, nous, les gens de la classe moyenne, des champions pour organiser une grève, comprendre les techniques de maintien de l'ordre, organiser des blocages de toutes sortes, allumer des bras zéro à 4 heures du matin sur des piquets de grève. Donc, vous le savez, ça fait 35 jours de manifestation ici, de blocage, de grève des métros et des trains, des blocages de raffineries, des ouvertures de péages, des défilés au flambeau, notamment à Marseille, de manifestations sauvages et d'occupation de gares. Bref, c'est une animation quotidienne ici en France sur une bonne partie du territoire. Bon, et plus sérieusement, Nick, la France est coincée dans une étroite et longue impasse avec cette réforme des retraites par points que veut absolument mener à bien Emmanuel Macron, tel un adolescent capricieux. Parce qu'il veut sa réforme, Emmanuel Macron, et il l'a répété lors des vœux du 31 décembre. Et vous allez voir où je vais en venir. Alors, depuis 35 jours, les membres du gouvernement et certains députés de la majorité sont envoyés au front. Quand je parle du front, je parle des plateaux de télévision et de radio, comme des canards sans tête pour tenter d'expliquer que cette réforme est formidable, plus juste, plus égalitaire, plus universelle, etc., etc. Et pour ainsi dire, ce n'est pas très brillant. Et pour être franc, les Français y voient l'exact contraire. Parce que cette réforme, pour eux, elle est plus inégalitaire, plus dure, plus brutale et plus injuste, selon eux. Et malgré le pilonnage de certains grands médias mainstream, rien n'y fait, les Français sont majoritairement contre. En fait, je vais revenir à la première question. En fait, ce mouvement de grève, il faut bien comprendre que c'est le format XXL des Gilets jaunes. Vous savez, ces vilains Français qui ont eu l'outrecuidance de revendiquer du pouvoir d'achat, de la justice sociale et un peu de démocratie, somme toute. Alors les voilà, les nouveaux sans-culottes qui exigent de la démocratie directe et du mandat révocatoire. Retour en 1792. Et en fait, ce qui se joue en France, Nick, c'est que cette réforme des retraites par points n'est pas un jouet qu'Emmanuel Macron a trouvé dans une boîte de lessive. Non, pas du tout. C'est une directive de celle-là très fameuse et très démocratique Commission européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Emmanuel Macron, en tant que bon néolibéral, et on y revient, j'ai beaucoup entendu le mot néolibéral chez vous, donc Emmanuel Macron, installé au premier rang de la classe à Bruxelles, veut rendre une copie parfaite à ces chers technocrates bruxellois, tout en faisant plaisir au passage à BlackRock. Parce que ça, c'est la grosse polémique aujourd'hui en France. BlackRock, ce gestionnaire d'actifs américain qui lorgne sur la privatisation des retraites. Et vous me direz, pour un marché à venir de 300 milliards, on peut être un brin philanthrope. Donc, pour moi, ce qui a marqué la décennie en France, qui vient de s'écouler ici, c'est justement ce retour du peuple. Cette résurrection de cette France périphérique que la classe politique a oubliée, qu'elle a même reléguée dans les cartons électoraux qu'on ressort chaque 5 ans. Vous savez, est-ce qu'on parle de démocratie ici, sans parler du profond mépris que les classes supérieures mondialisées ont pour cette France du lointain. Eh ben, voilà, depuis un an, cette France périphérique, elle sort dans la rue, en jaune et maintenant en rouge. Quand je dis les rouges, c'est des syndiqués, tous syndicats confondus. À la base, ça c'est extrêmement intéressant, car la bonne vieille recette du bipartisme confortable de nos élites vient de se casser tout bonnement la gueule. Et ce fut pourtant la meilleure façon de soumettre les Français à la mondialisation heureuse qu'on nous vend depuis 30 ans, voire plus. Eh bien, c'est raté parce que c'est le retour d'une bonne vieille lutte des classes, mais version monde globalisée. Alors, le peuple ici, il fait son retour en grondant, la France périphérique, je précise, sur le devant de la scène, et les syndicats, les leaders syndicaux sont manifestement à la traîne et suivent ce mouvement-là, alors que la classe politique, en ce moment, vraiment, est comme un lapin pris dans les phares d'une voiture.
et que les grands médias mainstream tentent d'expliquer l'inexplicable parce que le réel, ça fait bien longtemps qu'ils n'en parlent plus du réel, les grands médias. Alors oui, mon cher Nick, les sans-dents, ceux qui mangent avec les dents, les sans-dents, les gueux, ceux qui mangent avec les doigts, les Gaulois réfractaires ont repris la nation en main. Alors les sans-dents, bien sûr, c'est cette expression rapportée par Valérie Trierweiler qu'aurait employé François Hollande en privé. Emmanuel Macron n'est pas avare de réflexion. Avec les Gaulois réfractaires, oui. Mais dites-moi, ce mouvement populiste dont vous parlez, ou cette révolte du peuple, cette insurrection même, puisque vous avez en France la culture insurrectionnelle, bien davantage qu'ici, culmine, c'était en 2016, je crois, avec non pas l'élection d'un parti populiste ou d'un président populiste, mais d'Emmanuel Macron auquel colle toujours cette image de président des riches, président de la mondialisation et tout. Comment se fait-il que vous n'ayez pas votre Trump, votre Salvini, votre Legault à la rigueur, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes paramètres ici au Québec? Est-ce que c'est parce que la marque Le Pen, Front National, fait échouer ce courant-là chez vous? Comme je vous le disais plusieurs fois à l'antenne, je pense très sincèrement qu'on a le problème central que nous avons en France, c'est que la majorité, voire la quasi-totalité de la classe politique est pour l'Europe, est néolibérale ou très libérale du moins. Et même Marine Le Pen a reculé sur la sortie de l'Union européenne. Donc elle n'a plus de ligne claire. Marine Le Pen est de celles qui disent maintenant l'Europe, nous pouvons la changer de l'intérieur. Et quand vous parliez de populisme tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant le terme populisme, parce que pour moi le populisme, c'est le discrédit jeté intellectuel à la base au peuple pour discréditer finalement son appétence ou son intérêt à pouvoir décider par lui-même. Finalement, le populisme, c'est quoi? Pour moi, c'est l'émancipation par le bas, c'est l'émancipation du peuple de la France périphérique à qui on a fermé la porte de la souveraineté, à qui on a fermé la porte de la démocratie. On rappellera toujours en France le traité de Lisbonne 2005 où les Français votent non et Nicolas Sarkozy le fait passer en force au Parlement. Voyez-vous, c'est aujourd'hui le peuple, la France périphérique, je vais préciser, a compris que la politique néolibérale menée par Emmanuel Macron, mais elle a commencé bien avant la politique néolibérale sous Bruxelles, sous la fameuse souveraineté européenne. Le peuple a bien compris qu'il avait été mis, cette politique se fait à l'abri du peuple, totalement. Juncker l'avait dit en 2015, il a dit les traités européens n'ont pas valeur démocratique. Vous voyez, c'est tout ce qui se joue là. Donc quand on parle de populisme ici en France, du moins, c'est pour excommunier finalement l'intérêt ou l'ardente communication ou intelligence du peuple, intelligence populaire. Donc c'est le mépris permanent en disant le peuple n'est pas suffisamment éclairé pour pouvoir décider de lui-même, donc il ne sert à rien de faire un référendum. Aujourd'hui, je crois qu'il a la situation de crise et on arrive à cette question de la décennie. Les Gilets jaunes ont marqué profondément cette décennie en France parce qu'il faudrait faire un référendum, voyez-vous, Nick, pour demander à un moment donné si les Français sont d'accord. Parce qu'au-delà de la retraite par points, qu'est-ce qui se joue en France? C'est le dernier verrou de la politique néolibérale. Si la retraite par points passe, Emmanuel Macron aura tout champ libre pour finalement privatiser la France. On a parlé d'ADP, on a parlé d'Engie, des barrages, des autoroutes, c'est comme bien plus ancien, la Française des Jeux. Donc Emmanuel Macron est en train de privatiser des larges parts de la France, de la nation souveraine, ce qui est notre socle historique et notre acquis social. Rappelons la réforme des retraites, c'est un acquis du CNR après 45. Donc c'est fracasser le pacte social qui a fait la France d'après-guerre. Je crois qu'aujourd'hui, ça mériterait un référendum. Donc voyez-vous, on est pile poil là-dedans. On est entre le néolibéralisme, est-il compatible, c'est ça la question, est-il compatible avec la démocratie? Voilà, et est-il compatible avec les intérêts du peuple? Est-ce que c'est se servir ou servir la nation? C'est vraiment cette question aujourd'hui qui se pose. Et en quelques mots, je sais que je vous demande quelque chose de difficile, mais qu'est-ce qui s'en vient? Quels sont les dossiers? Alors bien sûr, ce dossier de la réforme des retraites est à suivre dans l'immédiat, un peu plus à long terme en 2020. Comment voyez-vous l'avenir en France, en Europe? Là, je vais vous répondre tout de go. Aujourd'hui, ce qui se passe en France est extrêmement important. Il faut avoir un point de vue beaucoup plus large qui se passe. Pour moi, aujourd'hui, cette réforme des retraites, c'est le crash test néolibéral d'Emmanuel Macron face au bloc. C'est le bloc contre bloc aujourd'hui en France. Parce que l'État, lui, il rêve, Emmanuel Macron, qui incarne l'État, et l'État aujourd'hui est bien différencié de la nation. L'État aujourd'hui, lui, il rêve du grand large mondialisé, de l'optimisation fiscale, des privatisations et de la réforme des retraites. Donc, c'est un crash
crash test, absolu entre un président qui veut concasser la France dans une politique néolibérale et un peuple aujourd'hui qui a compris que ses intérêts ne sont plus sauvegardés. Voilà. Et c'est tout le problème de la Ve République avec un président très fort. Encore faut-il, dans cet esprit gaullien, que le président puisse préserver les intérêts du peuple souverain. Voyez-vous, c'est ça qui se joue aujourd'hui en France avec la réforme des retraites. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Donc il y a eu les Gilets jaunes et maintenant il y a une large partie de la population qui est vent debout contre cette réforme. Je rappelle que cette semaine, il y a quand même 2 mobilisations nationales, jeudi et samedi. Donc c'est énorme. Alors, nous verrons ce que fera votre monarque élu, Nicolas Vidal. On aurait pu continuer pendant une demi-heure. Merci beaucoup de nous avoir donné un petit clin d'œil comme ça sur la France et l'Europe. Merci à vous. À la prochaine.